Parlons de la situation humanitaire dans la ville syrienne d'Alep. Plusieurs observateurs commencent à parler d'une situation humanitaire dont on va rediscuter durant des années à venir, de massacres, de civils, de gens ordinaires. Évidemment, avec les réseaux sociaux, il y a même des jeunes, des ados là-bas, vous avez peut-être vu passer ça, qui diffusent ce qu'ils vivent, qui diffusent l'horreur de ce qui est vécu dans leur quartier. Rachad Antonius est spécialiste du Moyen-Orient à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. On va essayer de vulgariser parce que c'est compliqué pour les gens à la maison ce qui se passe là-bas. Je pense que les gens veulent comprendre. Commençons par la situation humanitaire. Elle est vraiment déplorable. Oui, mais pour comprendre la situation humanitaire, permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière sur la situation géopolitique générale. On a un régime qui était assez dictatorial. Bachar al-Assad, qui gouvernait le pays. Qui gouvernait le pays, qui était assez autoritaire, mais qui avait d'autres types de légitimité. Il offrait des services, il offrait une sécurité. Il respectait les minorités religieuses. Il respectait les minorités religieuses, l'éducation allait bien, il s'occupait de l'agriculture. Bon, alors, il a été contesté d'abord par des gens ordinaires qui voulaient un peu plus de transparence. Et ça a commencé avec le printemps arabe, entre autres. Là. Oui, et là, ils ne voulaient pas le renversement du régime, ils voulaient des réformes. Ok. Dès le début, des puissances extérieures ont mis leurs petites milices qui ont commencé à tirer à la fois sur les soldats du régime et sur la population. Résultat, les forces extérieures qui viennent de quel pays, par exemple? C'était surtout financé et appuyé par l'Arabie Saoudite et la Turquie, mais les militants venaient d'un peu partout, de Syrie, mais ils pouvaient venir, c'était des militants, disons, islamistes. Ils pouvaient venir de n'importe où, d'Égypte, de Tunisie. Bon, et qui ont été le départ de ce qu'on appelle les rebelles. Ce qu'on appelle aujourd'hui les rebelles. Donc, dès le départ, ils ont introduit un élément de violence dans la situation. Le gouvernement a répondu par la violence. Très rapidement, au lieu d'être une protestation pour la démocratie, c'est devenu une confrontation entre le régime d'une part et des groupes islamistes d'autre part. Une sorte de guerre civile. Presque une guerre civile, parce qu'au début, les groupes islamistes étaient très peu nombreux. Et les militants pro-démocratie ont été comme écartés dans l'affaire. Parce que eux n'avaient pas de force de frappe, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de milices dans la rue. Mais les rebelles prétendaient agir à leur nom, d'une certaine façon, en termes de changer le régime. Oui. Et les rebelles amenaient ça quand même complètement ailleurs du point de vue de la violence que ce que les vrais démocrates voulaient au départ. Absolument. Ils amenaient ça complètement ailleurs, pas seulement du point de vue de la violence, mais du point de vue du type de régime qu'ils voulaient mettre en place. En parallèle, tout ça se passe, vous nous le décrivez très bien, et là arrive le groupe armé État islamique qui, lui, prend le contrôle d'une partie du territoire de la Syrie et de l'Irak. Exact. Alors, ce groupe armé État islamique, il n'arrive pas de nulle part. C'était parmi ces rebelles qui voulaient militariser la rébellion. Ben, c'est eux qui se sont réorganisés, se sont appelés, une partie d'entre eux s'est appelée État islamique, une partie d'entre eux s'est appelée Al-Qaïda, et ils se sont réorganisés en divers groupes, tous islamistes. Et les groupes pro-démocratie ont été comme marginalisés. Ils n'étaient plus sur le... Disparu du décor, là. Pas disparu, mais c'est pas eux la force de frappe. C'est pas eux qui peuvent changer les choses, c'est pas eux qui peuvent se battre sur le terrain. Actuellement, donc, ça c'est le background général. On arrive à Alep aujourd'hui pour la situation humanitaire. Qu'est-ce qu'on a? On a la majorité de la ville d'Alep qui est tenue par le régime, et on a une petite enclave qui est encore tenue par les rebelles. Qu'on appelle le quartier des rebelles, d'une certaine façon. Exactement. Mais ces rebelles-là, ce sont les mêmes islamistes qu'Al-Qaïda, que l'État islamique, qui ont été rebaptisés avec un nouveau nom par les Américains pour qu'on puisse leur acheminer de l'aide. Mais c'est les mêmes. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les rebelles, ce sont les groupes islamiques, c'est les mêmes types de combattants. Ils sont en lien avec les islamistes. Et donc, aujourd'hui, on a deux choix. Ou bien, on dit que la guerre continue encore des années et qu'il y a encore plus de victimes, ou bien qu'un des partis triomphe et amène la paix. Alors, laquelle de ces partis va triompher? Est-ce qu'on veut que les islamistes triomphent et qu'ils amènent un système proche de Al-Qaïda, qu'on tranche la tête des gens qu'on classifie comme apostats et ainsi de suite, ou bien un régime autoritaire, pas du tout démocratique, mais qui peut assurer une transition et qui a montré des signes de transformation.
Et donc, dans cet esprit-là, pour l'instant, celui qui soutient Bachar al-Assad, qui lui permet de reprendre le contrôle dans son pays, c'est la Russie. Exactement. C'est Vladimir Poutine. Tout à fait. Mais il y a un autre élément à dire. Quand on parle d'Alep, on parle toujours des civils qui sont blessés et de la situation humanitaire. J'entends pas souvent parler des rebelles, comme si le régime, son ennemi, c'était pas les rebelles, c'était la population civile. Comparé avec la ville de Mossoul en Irak, qui est très similaire. Vous avez les rebelles islamistes et le gouvernement qui essaye de contrôler. Sauf que le gouvernement de Mossoul, nous on les appuie, nous, les Américains, les Canadiens, l'Europe. Et donc, on parle jamais des civils, on parle juste des rebelles. Alors qu'à Alep, puisque nous on est contre le régime, on parle juste des civils et pas des rebelles. Alors, vous savez, il y a un deux poids, deux mesures là. Vous nous expliquez très bien, on comprend de plus en plus. Je vous amène vous m'amenez sur la position du gouvernement américain ou canadien qui sont un peu dans... Là, en Syrie, à l'heure actuelle, dans le fond, on n'appuie plus personne. Parce qu'on a dénoncé le régime de Bachar al-Assad avec des fondements à la dénonciation. Ah, tout à fait. On n'appuie plus vraiment les rebelles dans la... Ça, c'est moins vrai. Je vais vous dire pourquoi. On les appuie à l'intérieur de certaines limites. C'est-à-dire, tant qu'ils se battent uniquement contre le régime syrien, on les appuie. Et comment on les appuie? Indirectement. Via l'Arabie Saoudite, via la Turquie. En leur envoyant des armes, des informations militaires, des cartes satellitaires pendant les quelques dernières années, une couverture médiatique en transformant leur version des choses. On ne parle jamais des civils, et je vais vous donner des exemples très concrets cette semaine. Et donc, on les appuie, mais s'ils dépassent leurs limites et qui commencent à s'attaquer à des cibles européennes, ou bien qui s'attaquent à nos alliés qui sont en Irak, là on les combat. Hein? Mais il y a une coordination très forte entre les divers groupes de rebelles islamistes, l'État islamique, et les puissances de l'OTAN. On coordonne. Par exemple, quand Alep, toute l'armée du régime syrien était à Alep pour reprendre, pour ce que beaucoup de gens disent, libérer Alep, en ce moment, on permet aux islamistes de venir avec des convois militaires assez importants d'Irak vers la Syrie, de reprendre Palmyre. Alors ils passent par le désert, supposément on est en guerre contre eux, mais il y a un énorme convoi qui est très visible, puis personne l'attaque. Alors il y a un deux poids, deux mesures. Mais la position, oublions les États-Unis pour un instant, je vais y revenir avec M. Trump et son ami Poutine, mais parlons du Canada. Est-ce que notre position tient la route? En fait, je vais vous poser la question autrement. Si ceux qu'on supporte, les rebelles triomphaient ou avaient triomphé, parce que là il était un peu tard, est-ce qu'on aurait été si heureux que ça de les voir au pouvoir? On se serait retrouvé avec un régime comme les talibans en Afghanistan? Oui, mais on aurait été content que Bachar ait disparu. Ouais. Pour des raisons... Est-ce qu'on aurait été plus content de ceux qui l'auraient remplacé? Non, mais c'est ça l'erreur que les Américains ont fait en Afghanistan. Ils ont appuyé les talibans. J'ai les photos de Ronald Reagan qui reçoit les talibans à la Maison Blanche et en disant voici des combattants de la liberté. Parce que là, ils voulaient sortir les Russes de l'Afghanistan. Ils voulaient sortir les Russes. Quand les Russes sont sortis, là, les talibans sont retournés contre les Américains. Et c'est ça qui va arriver aussi dans le Proche-Orient avec les islamistes. Alors, il y a juste une petite affaire avant d'aller plus loin sur ça, sur l'information. Cette semaine, il y a eu 78 000 civils qui ont été libérés par le régime, qui étaient pris en otage dans les zones rebelles, qui ont été accueillis par le régime, et ces civils, on voit les photos, quand on voit des agences de presse autres qu'occidentales, que ce soit les Russes ou Africains ou Asiatiques. Vous voyez ces rebelles qui arrivent en disant « Heureusement, vous nous avez libérés de l'État islamique ». Alors ça, on n'en parle pas, je comprends pas. Alors, ces rebelles-là, ces civils-là, eux, ils estiment que ils ont été libérés et non pas, ils ont été... Mais les images qu'on voit de civils, d'enfants, d'adolescents, est-ce qu'on comprend que ces jeunes-là qui diffusent des messages, leurs parents sont des rebelles puis ils se présentent comme des civils à l'opinion publique? Ou? Il y a une partie de ça. Une partie de ça parce que finalement, les rebelles ils sont là avec leur famille, avec leurs enfants. Oui, mais il peut aussi y avoir des vrais civils qui habitent le quartier des rebelles et qui sont mal pris, là. Absolument. Il y a des vrais civils écoutez, il y a une guerre. Et de la même façon, quand nous, on est du côté de ceux qui bombardent, on dit, c'est des dommages collatéraux, on voulait pas, mais c'est arrivé. Mais là, il y a une guerre civile, c'est horrible ce qui se passe, c'est très déplorable, mais c'est une guerre et les rebelles font autant de dommages
que le régime quand ils peuvent, quand ils ont les moyens. Quand ils n'ont pas les moyens, ils en font moins. Voilà. Donc ça, c'est un élément très important à comprendre. Donc aujourd'hui, à l'heure où on se parle, Bachar el-Assad est soutenu par Vladimir Poutine, par la Russie. Oui. Les rebelles sont soutenus d'une certaine façon par les États-Unis. Indirectement. Oui. Là, on sent, en tout cas, ça semble pas être un gros mystère, qu'il va y avoir un rapprochement entre M. Trump et M. Poutine. Est-ce que dans une situation comme celle de la Syrie, l'avenir de la Syrie, il pourrait arriver à une position commune, l'un et l'autre pour calmer la guerre? Parce que si s'assoyaient les deux, puis... vous savez, commune, c'est beaucoup dire, mais il semble que Trump soit moins intéressé à s'investir au Proche-Orient. S'en fout. Et donc, il s'en fout un peu. Donc, c'est pas qu'il est plus pour la justice ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais il semble moins intéressé à mettre des soldats, de l'argent au Proche-Orient. Et donc, à laisser les choses se calmer un peu. Donc, on peut espérer que avec cette victoire du régime syrien, qui est par ailleurs antidémocratique, là, je veux pas avoir l'air de dire que c'est bon. Il n'y a pas de bons et de méchants, là. Il y a deux types de méchants. Avec cette victoire, on peut espérer qu'on pourrait passer à une autre étape si les puissances régionales, comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, arrêtent de financer et d'armer les rebelles. Là, les choses vont se calmer. On pourrait revenir à une situation de paix qui va pas être juste, mais qui va être plus calme. Et après, on peut penser au futur, comment faire évoluer les choses. Mais c'est sûr que... Il faut d'abord arrêter la guerre. Il faut arrêter la guerre. En cas de guerre civile, il y a rien qui est possible. Et cette guerre civile, elle est horrible et tout le monde paie un prix très élevé. Là, il s'agit pas de dire que il y a un qui est mieux que l'autre. Mais on est confronté à deux types de systèmes qui tous les deux sont négatifs pour les gens, mais il y a un qui est, à mon sens, à moi, beaucoup plus négatif que l'autre. M. Antonius, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir.